Avez-vous déjà eu le sentiment de vivre dans le conte de fées de quelqu'un d'autre, qui risque à tout moment de se transformer en cauchemar? J'ai vécu 2 ans dans la propriété de mon fils, me réjouissant de sa réussite, jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite devant le portail ne fasse tomber son masque. C'est arrivé quand je suis rentré chez moi et que j'ai entendu des sanglots dans les buissons près de l'entrée de service. J'ai éclairé avec mon téléphone et, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pleuré. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui nous a transformés, mon fils et moi, en ennemis pour toujours. Mais quand tu vois ton unique héritier lancer ses chiens sur la mère de son enfant malade, tu n'as plus le choix. Bonjour mes chers auditeurs, je m'appelle Henri Marchand. J'ai 65 ans et jamais je n'aurais pensé devoir raconter une histoire aussi terrible. J'ai vécu toute ma vie honnêtement. J'ai travaillé dans une usine automobile à Sochaux. J'ai cru en l'humanité et pensé que l'honnêteté se transmettait de génération en génération. Comme je me trompais amèrement. Pardonnez-moi si ma voix tremble parfois. J'ai encore du mal à me rappeler les détails de cette rencontre. Je veux tout vous raconter sans rien cacher, à cœur ouvert, pour que vous compreniez pourquoi j'ai commis cet acte que beaucoup qualifieraient de trahison familiale. Je vous raconte cela en pensant, peut-être m'écoutez-vous en ce moment à des milliers de kilomètres, dans le silence de votre foyer. Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît, d'où vous venez, de quelle ville ou région. Il m'est très important de savoir où vivent les personnes prêtes à partager avec moi ce lourd fardeau. Que ce soit Paris la bruyante, Lyon l'industrieuse ou un petit village perdu. Cette soirée ne se distinguait en rien de centaines d'autres soirées grises et mornes, jusqu'à ce qu'un son bouleverse toute mon existence. Soudain, en passant devant les épais buissons de lilas près de l'entrée de service, j'ai entendu des pleurs discrets mais distincts qui m'ont donné un frisson désagréable dans le dos. Au début, j'ai cru que c'était un chien errant qui gémissait, mais mon intuition, forgée par des années de travail en atelier, me soufflait que ce son était humain. J'ai sorti mon téléphone, allumé la lampe torche et dirigé le faisceau dans l'obscurité où, sur la terre humide, recroquevillée contre le vent glacial, était assise une jeune femme serrant contre elle un volumineux paquet. Elle a levé vers moi des yeux remplis d'une terreur animale. Et j'ai reconnu en elle Camille, l'ancienne femme de ménage qui avait disparu de cette maison 2 ans auparavant. Elle n'avait que 20 ans, encore une gamine. Mais maintenant son visage paraissait gris et émacié, comme si elle avait vécu non pas 2 ans, mais une éternité en enfer. Je voulais lui demander comment elle s'était retrouvée là, et pourquoi elle se cachait dans les buissons comme une voleuse. Mais elle a silencieusement écarté le coin de la couverture de laine. Là, au fond du paquet, dormait un nourrisson. Et son petit visage m'a semblé terriblement familier, comme si je me regardais dans un miroir temporel remontant 35 ans en arrière. Mon cœur s'est arrêté. Une boule brûlante s'est formée dans ma gorge quand Camille a prononcé la phrase qui a divisé ma vie en un avant et un après. C'est le fils de Thomas, monsieur Marchand. Il a besoin d'aide. Il est en train de mourir. Je restais debout à regarder cette jeune femme tremblante, incapable de comprendre ce qui se passait. Le vent se levait, et laisser une jeune mère avec son bébé dehors aurait été criminel. J'ai donc écarté mes premiers doutes d'un geste et les ai invités à me suivre. Ma maison, c'est une petite dépendance à l'arrière de l'immense propriété où vivent mon fils Thomas et sa femme Élisabeth. Il y a 2 ans, quand ma femme est morte, ma fidèle compagne de vie, je n'ai tout simplement pas pu rester dans notre appartement de Mulhouse où chaque objet, chaque tasse et chaque latte du parquet criait ma solitude. Le chagrin me rendait fou. Le silence entre 4 murs me pesait sur les oreilles.
C'est alors que Thomas m'a proposé de venir vivre chez lui. Il m'a dit « Papa, vends ton appartement. Pourquoi rester seul dans un 3 pièces? Tu vivras près de nous, au grand air. Tu t'occuperas des petits-enfants quand ils arriveront. » J'ai vendu l'appartement, mis l'argent de côté sur un compte, décidant que ce serait ma réserve intouchable en cas de maladie grave ou pour aider les futurs petits-enfants. Je me suis installé ici, dans la dépendance, et pour ne pas me sentir comme un parasite, j'ai pris en charge tout l'entretien du jardin et les petites réparations. Mes mains sont habituées au travail et l'oisiveté est pour moi pire que le bagne. J'ai donc taillé les pelouses, réparé les tonnelles et entretenu les arbres avec joie. De l'extérieur, on aurait pu croire que j'avais trouvé la paix et une vieillesse confortable auprès de mon fils prospère. Mais dans mon âme, c'était de plus en plus lourd. Je me sentais non pas comme un père et chef de famille, mais plutôt comme un vieux serviteur à qui on permettait par pitié de finir ses jours dans une propriété bourgeoise. Thomas, mon garçon qui a maintenant 35 ans, était devenu un homme complètement différent, pas celui que nous avions élevé avec sa mère. C'est un homme d'affaires prospère. Il se lance maintenant en politique, vise un siège de député et toute son apparence respire la confiance et le pouvoir. Son mariage avec Elisabeth, fille d'un haut fonctionnaire municipal influent, m'a toujours semblé ressembler davantage à une transaction avantageuse qu'à l'union de deux cœurs aimants. Ils ont une façade parfaite pour les réseaux sociaux, de belles photos et des réceptions mondaines. Mais derrière les portes fermées de leur immense demeure règne un vide glacial. Leur principal problème, dont on ne parle pas à voix haute, c'est l'absence d'enfants. Et je voyais comment ce sujet rongeait Elisabeth de l'intérieur, transformant cette belle femme en un paquet de nerfs. Et voilà que maintenant, dans mon modeste logis, sur mon vieux canapé, est assise Camille, l'ancienne femme de ménage, tenant dans ses bras un enfant qui peut détruire ce monde fragile et mensonger jusqu'aux fondations. Je lui ai versé du thé chaud au citron, sorti une couverture chaude de l'armoire et, essayant de garder mon calme, lui ai demandé de tout me raconter dans l'ordre. La jeune femme buvait son thé à petites gorgées. Ses mains tremblaient et la tasse cliquetait contre la soucoupe, trahissant son extrême tension nerveuse. Elle a commencé à parler, et chaque mot tombait dans mon âme comme une pierre lourde, brisant les restes de ma fierté paternelle. Il s'est avéré qu'il y a 2 ans, quand Camille travaillait dans la maison, Thomas lui avait porté attention, et ils avaient eu une liaison secrète pendant qu'Elisabeth était en déplacement professionnel ou à des réceptions mondaines. Camille, âme provinciale naïve, avait cru au conte de fées de l'amour d'un prince riche pour une simple Cendrillon et était tombée follement amoureuse. Quand elle était tombée enceinte, le conte de fées s'était instantanément terminé et transformé en sordide réalité. Thomas, apprenant l'existence de l'enfant, lui avait simplement glissé une liasse de billets pour un avortement et l'avait mise dehors, menageant que si elle ouvrait la bouche, elle regretterait d'être née. « J'ai pris l'argent, monsieur Marchand. Je m'en repens, » disait-elle, en avalant ses larmes, n'osant pas lever les yeux vers moi. Mais je n'ai pas pu tuer l'enfant. Je suis parti au village chez ma tante, j'y ai accouché. Et récemment, les médecins ont trouvé une malformation cardiaque chez le petit. Il faut une opération urgente, coûteuse. Je n'ai jamais eu ce genre d'argent, et je n'en aurai jamais. Je suis venu supplier Thomas, non pas pour moi, mais pour son fils. Son fils. Je l'écoutais et sentais une colère sourde bouillonner en moi. Mais ma raison, habituée à chercher des excuses aux êtres chers, chuchotait « Et si elle ment? Si c'est juste du chantage ?» Mon Thomas, que j'emmenais à la pêche, à qui j'apprenais à fabriquer des nichoirs, n'aurait pas pu agir aussi bassement. Ou peut-être que si.
Camille m'a raconté qu'elle avait rencontré Thomas au portail il y a 1 heure, quand il rentrait chez lui. Il n'avait même pas voulu l'écouter, avait lâché les chiens et dit qu'il l'enterrerait quelque part dans la forêt si elle osait détruire son mariage et sa carrière avant les élections. Maintenant, les fenêtres de la grande maison principale étaient sombres, et cette obscurité me semblait sinistre. Le 4x4 de Thomas n'était pas à sa place habituelle, ce qui confirmait les paroles de la jeune femme. Apparemment, après sa rencontre avec elle, il n'avait pas pu rester à la maison et était parti quelque part évacuer sa tension. Elisabeth non plus n'était pas à la propriété. Elle vivait depuis plusieurs jours dans l'appartement en ville, subissant un énième examen lourd dans une clinique, essayant de comprendre pourquoi Dieu ne leur donnait pas d'enfants. L'ironie du sort semblait monstrueuse. Pendant que l'épouse légitime se torture chez les médecins, l'ancienne maîtresse, avec un enfant malade dans les bras, se cache dans la dépendance chez le beau-père. Je regardais le bébé endormi, son petit visage pâle, le bleu autour de ses lèvres, et comprenais que je ne pouvais pas les mettre à la rue par une nuit pareille. Mais je n'avais pas non plus le droit de croire sur parole, car dans notre monde cruel, les gens sont prêts à tous les mensonges pour de l'argent. « Reste ici jusqu'au matin », ai-je dit à Camille, m'efforçant de faire sonner ma voix fermement, bien que tout tremblait à l'intérieur. « Couche-toi sur le canapé, je vais faire le lit. Demain matin, je parlerai moi-même avec Thomas. Mais souviens-toi, ma fille, si tu me mens, si tout cela n'est qu'une comédie pour de l'argent, je te livrerai moi-même à la police. » Elle a simplement hoché la tête et serré l'enfant plus fort. Et dans ce geste, il y avait tant de sacrifices maternels que mes doutes se sont un peu apaisés. Je suis allé dans ma petite chambre, mais le sommeil ne venait pas, et j'ai passé la nuit à me retourner, écoutant la respiration des hôtes derrière la cloison. Dans ma tête tournaient des pensées sur ce qu'était devenue ma vie et celle de mon fils. Est-ce que l'argent et le pouvoir peuvent à ce point brûler tout l'humain en quelqu'un qu'il est prêt à tuer son propre enfant, juste pour ne pas ternir sa réputation? Ou est-ce que Camille était quand même une actrice talentueuse, ayant décidé de gagner de l'argent sur un riche pigeon? Le matin est arrivé gris et morose, à l'image de mes pensées. Je me suis levé tôt et préparé un petit déjeuner simple, et demandé à Camille de rester tranquille et de ne pas se montrer, même de ne pas s'approcher des fenêtres. Ayant bien tiré les rideaux, je suis sorti et me suis dirigé vers la grande maison où Thomas était déjà assis sur la terrasse. Il buvait du café en parcourant les nouvelles sur sa tablette, vêtu d'une robe de chambre, si soigné, calme, sûr de lui, maître de sa vie. En le regardant, j'ai senti la peur pour mon petit-fils se mêler à l'espoir que tout cela était une terrible erreur. Je me suis approché de la terrasse, essayant de calmer le tremblement dans mes mains, et j'ai décidé de commencer la conversation de loin pour observer sa réaction. C'était un moment de vérité, et de la façon dont mon fils répondrait à ma simple question dépendait non seulement le sort du petit garçon dans la dépendance, mais aussi le sort de toute notre famille. « Bonjour, fiston », ai-je prononcé en montant les marches. « Bien dormi ?» Thomas a levé les yeux vers moi, et l'espace d'une seconde, quelque chose d'inquiet a traversé son regard. Mais il a immédiatement remis son masque habituel d'indifférence tranquille. À ce moment-là, j'ai compris que devant moi était assis non pas le garçon que je connaissais, mais un étranger dangereux et calculateur. Thomas a reposé sa tasse, et la fine porcelaine a tinté contre le plateau de verre, résonnant dans le silence matinal comme un coup de feu. Je regardais mon fils, essayant de distinguer dans cet homme poli et sûr de lui le gamin à qui j'avais autrefois appris à tenir un marteau et à ne pas mentir à sa mère. Il était assis dans une pose détendue, jambes croisées, mais j'ai remarqué comment les muscles de sa mâchoire se sont tendus à la mention du nom de Camille. La question est restée suspendue dans l'air, épaisse et poisseuse.
et il me semblait que même les oiseaux dans le jardin s'étaient tus, attendant sa réponse. « Camille » a-t-il répété en grimaçant, comme s'il avait mordu dans une noix pourrie. « Tu parles de cette ancienne femme de ménage ? Papa, franchement, quelle idée ! Bien sûr que je m'en souviens. Elle s'est révélée être une vraie garce. » Il a sorti une cigarette d'un étui en argent, fait claquer son briquet et a tiré profondément une bouffée, expulsant un filet de fumée bleutée dans ma direction. Je restais là, à me balancer d'un pied sur l'autre, me sentant comme un écolier devant le directeur, alors que ça aurait dû être l'inverse. « Pourquoi tu demandes ça ?» Thomas m'a regardé de biais, ses yeux dénués de toute chaleur, seulement un calcul froid et acéré. « Tu l'aurais vu quelque part ?»« Oui, ça m'est revenu comme ça. » J'essayais de faire sonner ma voix indifférente, d'un ton grincheux de vieillard. « On dit qu'elle est partie d'ici enceinte. Pauvre fille, si jeune. Pourquoi vous l'avez virée ?» Thomas a ri, mais ce rire était sec et désagréable, comme une toux. « Enceinte ? C'est elle qui t'a raconté ça ?» Il a secoué la tête en tapotant la cendre dans un lourd cendrier de cristal. « Papa, elle est folle, kleptomane et affabulatrice. Elisabeth l'a surprise en train de voler l'argenterie. On voulait appeler la police, mais on a eu pitié de cette idiote. On l'a simplement mise à la porte. Et elle, tu vois, a décidé de nous salir en partant. Elle a inventé je ne sais quelle histoire d'amour, s'est jetée à mon cou, a menacé de raconter à tout le monde que je l'aurais harcelée. Le schéma classique. D'abord voler, et quand on se fait prendre, faire chanter le patron. » Je le regardais attentivement dans les yeux, et mon cœur se serrait d'une tristesse insupportable. Je connaissais ce regard. C'était comme ça qu'il me regardait enfant, quand il avait cassé la fenêtre du voisin et rejeté la faute sur un autre gamin. Dans ses yeux, il n'y avait pas la juste colère d'un homme offensé. Il y avait une peur poisseuse, recouverte d'une épaisse couche de cynisme. Il mentait. Il mentait à son propre père, en le regardant droit dans les yeux, sans même sourciller. L'intuition d'un vieil ouvrier qui avait vu des milliers de personnes dans sa vie me criait « Ne le crois pas ». Si Camille avait été une voleuse, elle ne serait pas assise maintenant tremblante et effrayée dans ma dépendance, serrant contre elle un enfant malade. Les escrocs se comportent autrement. Ils sont arrogants, criards, exigeants. Dans les yeux de cette jeune fille, il n'y avait que du désespoir. Alors elle est revenue. La voix de Thomas s'est durcie. Des notes métalliques de maître de la vie y ont percé. Tu l'as vu à ce moment-là ? J'ai compris. Si je disais maintenant la vérité, si j'avouais que Camille et l'enfant étaient chez moi, il les détruirait. Il ne chercherait pas à comprendre. Il n'aiderait pas. Il éliminerait simplement le problème, comme il élimine ses concurrents en affaires. Mon fils, mon sang, était devenu un monstre pour qui les gens ne sont que des déchets. Et pour protéger une vie innocente, moi, un homme qui est toujours enseigné de vivre selon sa conscience, j'ai dû commettre un péché. J'ai décidé de mentir. Oui, elle traînait hier soir près du portail, ai-je fait d'un geste agacé. Elle criait je ne sais quoi, sonnait à l'interphone. Mais je suis sorti, j'ai pris un balai et je l'ai chassée. Je lui ai dit qu'elle disparaisse, sinon je lâcherais les chiens. Elle s'est enfuie vers la route. J'ai vu la tension quitter instantanément les épaules de Thomas. Il a expiré avec soulagement et son visage a retrouvé son masque habituel de bienveillance. « Bien, papa, bravo !» Il a même souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. On n'a pas besoin de cette saleté, surtout maintenant, avant les élections. Tu comprends toi-même, les concurrents cherchent la moindre prise pour me couler, et des gens comme elle n'attendent que le moment d'arracher leurs morceaux. Si elle revient, appelle immédiatement la sécurité. Ne te gêne pas. Il a écrasé sa cigarette, enfonçant le mégot au fond du cendrier avec une force rageuse, a fini son café et s'est levé. Bon, je dois aller au QG de campagne.
Les affaires n'attendent pas. Surveille la maison. Élisabeth restera encore quelques jours en ville. » Il m'a tapé sur l'épaule, un geste qui me semblait autrefois être une manifestation d'amour filial, mais qui maintenant ressemblait à l'approbation d'un maître à son chien fidèle, et s'est dirigé vers sa voiture. 1 minute plus tard, le portail s'est ouvert, et le 4x4 noir, étincelant au soleil de ses flancs polis, est sorti de la cour, me laissant seul dans le silence vibrant de l'immense propriété étrangère. Je suis resté debout sur la terrasse, sentant tout se glacer à l'intérieur. Cette conversation était devenue un point de non-retour. Le pont entre mon fils et moi s'était effondré, et sous ces décombres était morte ma foi que je n'avais pas vécue en vain. Mais il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Je me suis approché de la table et j'ai regardé le cendrier. Là, parmi la cendre grise, gisait un mégot de cigarette écrasé. Une preuve qui pouvait me donner la réponse à la question la plus importante. D'une main tremblante, j'ai sorti de ma poche un mouchoir en papier. Avec précaution, essayant de ne pas toucher le filtre avec mes doigts, j'ai pris le mégot et l'ai enveloppé. C'était répugnant, dégoûtant, mais nécessaire. De retour à la dépendance, j'ai trouvé Camille assise dans la même position que ce matin. Elle n'avait pas dormi. Elle fixait juste un point, berçant dans ses bras le bébé qui dormait d'un sommeil agité. « Prépare-toi, ma fille », ai-je dit doucement, essayant de ne pas l'effrayer davantage. « On va en ville. » Elle a sursauté, effrayée, serrant l'enfant contre elle. « Vous m'avez dénoncé à lui? Il sait ?» « Non. » J'ai secoué la tête en sortant de l'étagère haute une vieille boîte en fer qui contenait mes économies pour l'enterrement. « Il pense que je t'ai chassé. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Pas tes paroles, Camille, ni celles de mon fils, mais la vraie vérité, avec un tampon officiel. On va faire un test ADN. » Nous sommes montés dans mon vieux pick-up que j'avais miraculeusement gardé après la vente de l'appartement. La voiture a démarré à la 3e tentative, toussant et vibrant de toute sa carrosserie, comme si elle aussi craignait le voyage à venir. Je l'ai sortie par la porte de service arrière pour ne pas attirer l'attention de la sécurité à l'entrée principale, et nous sommes partis par le chemin de terre en direction de la ville. Camille était assise sur le siège passager, petite, fragile, enveloppée dans mon vieux plaid. Je me disais qu'elle pourrait être ma petite fille. Tout le trajet, nous sommes restés silencieux. Seul le bruit du moteur et le frottement des pneus troublaient le silence. Parfois, le bébé commençait à gémir doucement dans son sommeil, faisant sursauter sa mère. En ville, j'ai choisi un laboratoire privé, loin du quartier où vivait et travaillait Thomas. Il y faisait clair. Ça sentait les médicaments et le café cher, une odeur qui désormais s'associait pour moi au mensonge. La jeune femme à la réception, voyant notre étrange compagnie, un vieil homme en veste de travail et une jeune femme épuisée avec un nourrisson, nous a regardés avec suspicion, mais l'argent que j'ai posé sur le comptoir l'a immédiatement rendu poli. La procédure a été rapide et humiliante dans sa simplicité. Coton-tige, éprouvette, signature. J'ai donné le mégot de mon fils, expliquant que c'était l'échantillon du père présumé. La laborantine n'a rien demandé, elle a juste annoncé le prix pour l'urgence, qui m'a fait voir des étoiles. C'était presque la moitié de ce qui me restait, mais j'ai payé sans hésiter. « Les résultats seront prêts dans 3 jours, a dit la jeune femme en rangeant l'argent dans la caisse. Vous recevrez une notification. Ces 3 jours ont été pour moi une véritable torture. Nous sommes rentrés à la propriété aussi discrètement que nous en étions partis. J'ai installé Camille dans la pièce arrière de la dépendance, lui interdisant strictement d'allumer la lumière le soir et de s'approcher des fenêtres. Le jour, je travaillais au jardin avec une force redoublée, taillant les rosiers, ratissant les feuilles, essayant d'étouffer l'anxiété par la fatigue physique.
mais mes yeux ne cessaient de regarder vers les fenêtres de la grande maison. Thomas rentrait tard, partait tôt, tout entier dans sa course électorale, et semblait avoir oublié notre conversation. Et moi, je vivais une double vie. Le jour, père docile et jardinier. Le soir, conspirateur cachant dans sa maison un secret capable de faire exploser cette vie aisée. J'observais Camille. Elle s'est révélée être une bonne mère, patiente, douce, attentionnée. Elle ne ressemblait pas à la garce prédatrice que décrivait Thomas. Elle lavait les langes à la main, fredonnait doucement des berceuses et portait son fils pendant des heures quand il commençait à suffoquer et à pleurer. Le petit garçon allait de plus en plus mal. Je voyais comment le triangle nasolabial devenait bleu, comment sa petite poitrine se soulevait difficilement. Chaque jour, mon cœur souffrait de plus en plus en voyant ses souffrances, et je commençais à me dire qu'il importait peu de qui était cet enfant. On ne peut pas le laisser mourir. Mais pour le sauver, j'avais besoin d'une arme contre Thomas. J'avais besoin d'un papier avec un tampon. Le 3e jour, vers le soir, le téléphone dans ma poche a sonné, m'informant d'un message entrant. J'étais dans le jardin, ratissant les dernières feuilles mortes sous le vieux chêne. Mes mains ont tremblé si fort que j'ai lâché le râteau. J'ai sorti mon téléphone, déverrouillé l'écran de mes doigts engourdis et ouvert le fichier envoyé par le laboratoire. Les lettres dansaient devant mes yeux, mais je me suis forcé à me concentrer et à trouver la ligne finale. Probabilité de paternité, 99,9%. Le monde autour de moi a vacillé. Les feuilles sous mes pieds, le ciel gris, la riche maison de mon fils, tout a soudain perdu sa netteté. Donc c'était vrai. Ce petit garçon qui suffoquait dans la dépendance était mon vrai petit-fils, mon sang. Et mon fils, que j'aimais plus que la vie, les avait vraiment chassés pour qu'ils meurent. Je me suis assis sur le banc froid du jardin, sentant une larme masculine avare rouler sur ma joue. À ce moment-là, ce n'est pas seulement mon espoir qui est mort, c'est mon fils Thomas, celui que je connaissais. Il ne restait qu'un étranger avec son visage et son nom. Et maintenant, je devais lui déclarer la guerre. Je restais assis à regarder le jardin flétrissant, comprenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Devant moi se dressait un choix terrible. Préserver l'apparence de la famille ou tout détruire, mais tenter de sauver une âme innocente. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche, essuyé mon visage de ma paume et me suis dirigé d'un pas décidé vers la dépendance. Il fallait montrer les résultats à Camille. Mais quand je suis entré dans la pièce, j'ai vu une scène qui a glacé mon sang. Camille se démenait dans la pièce avec l'enfant dans ses bras. Et le petit garçon ne pleurait pas. Il haletait, cherchant désespérément de l'air avec sa bouche, et son visage était d'un bleu effrayant. « Monsieur Marchand !» a-t-elle crié en me voyant, et dans sa voix résonnait l'hystérie. « Il ne respire plus, aidez-moi !» Il n'y avait plus de temps pour délibérer. Le papier avec le test ADN me brûlait la poche. Mais maintenant, ce qui importait était autre chose. Arriver à temps. J'ai attrapé les clés de la voiture. « Vite, dans la voiture !» ai-je commandé, ne pensant plus à aucune conspiration. « À l'hôpital, tout de suite !» Nous avons couru hors de la dépendance. Je n'ai même pas pris la peine de fermer la porte. Camille a sauté sur le siège avant du pick-up. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la vieille voiture, rugissant de son moteur, a démarré en trombe. Nous avons foncé sur les allées du parc vers la sortie principale, ne nous souciant plus des pelouses et des buissons. Devant nous, les grilles étaient déjà visibles, mais soudain, notre chemin a été barré par une silhouette noire. C'était Thomas. Il venait juste de rentrer et se tenait près de son 4x4, bloquant la sortie. En voyant mon pick-up foncer à toute vitesse avec Camille sur le siège avant, il a changé de visage. Il a compris que je l'avais trompé. J'ai freiné à un demi-mètre de sa voiture. La poussière s'est soulevée en un nuage. Thomas s'est précipité vers nous. Son visage était déformé par la rage.
Il a ouvert violemment la portière conducteur. « Toi !» a-t-il hurlé en postillonnant. « Tu m'as dit que tu l'avais chassé. »« Tu m'as menti, père. Tu m'as menti. » Il ne regardait pas l'enfant qui mourait dans les bras de sa mère à un demi-mètre de lui. Il ne me regardait que moi, et dans ses yeux, je ne voyais que la peur pour sa propre peau. « Écarte-toi, Thomas !» ai-je crié en retour, sentant une détermination animale se réveiller en moi. « L'enfant est en train de mourir. Il a besoin de réanimation. C'est ton fils. »« Quel fils, bordel !» a-t-il rugi en essayant d'arracher les clés du contact. « C'est un bâtard. Il n'est rien pour moi. Tu comprends ce que tu fais ? Demain, c'est les élections. Si quelqu'un vous voit, vous n'irez nulle part. » C'est alors que j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai repoussé mon fils, adulte et fort, avec une telle force qu'il a volé contre le flanc de sa voiture. « J'ai le test ADN !» ai-je crié à son visage. 99,9%. Thomas, c'est ton fils, et je vais le sauver, même si je dois te passer dessus avec cette voiture. Il s'est figé, digérant ce qu'il venait d'entendre. Le mot ADN l'a frappé plus fort que ma poussée. Pendant qu'il cherchait de l'air, j'ai refermé la portière, enclenché la première et les contourné par la pelouse, écrasant les buissons de roses précieuses que j'avais moi-même plantés. Dans le rétroviseur, je voyais qu'il criait quelque chose et courait vers sa voiture. La course avait commencé, mais maintenant, je savais avec certitude que je ne m'arrêterais pas. Le vieux pick-up gémissait comme une bête blessée, tirant de son moteur usé ses dernières forces, pendant que nous filions sur la route du soir vers les lumières de la ville. Je me cramponnais au volant et priais tous les dieux en lesquels je croyais et ne croyais pas, pourvu qu'on arrive à temps. Pourvu que ce tout petit cœur sur le siège arrière ne s'arrête pas. À côté de moi, Camille, pâle comme un linge, murmurait des paroles incohérentes, serrant son fils contre elle, et ce chuchotement discret, rempli de terreur animale, couvrait même le bruit du vent s'engouffrant par la fenêtre entr'ouverte. Dans le rétroviseur, j'ai plusieurs fois remarqué les phares du 4x4 noir qui tantôt se rapprochaient, tantôt prenaient du retard, comme un prédateur traquant sa proie. Mais Thomas n'osait pas nous percuter sur une route animée. Apparemment, le reste de prudence en lui luttait encore contre la fureur. Ou alors il attendait simplement le moment pour régler le problème sans témoin ni bruit. Quand nous sommes arrivés sur le terrain de l'hôpital, sans attendre l'arrêt complet, je suis sorti de la voiture en courant et ai foncé vers les portes des urgences, soulevant dans mes bras le paquet avec l'enfant qui semblait terriblement léger. Camille courait derrière moi, trébuchant à chaque pas. Son visage était mouillé de larmes et son regard fou. À l'intérieur, nous a accueilli une odeur de javel, de médicaments et de souffrance humaine. Cet esprit spécifique des hôpitaux qui me fait toujours trembler les genoux. L'infirmière de garde derrière le comptoir a d'abord paresseusement levé les yeux vers nous, s'apprêtant à demander papier et carte vitale. Mais en voyant le visage bleuté du nourrisson, elle a instantanément changé d'expression et appuyé sur le bouton d'alerte. « Réanimateur d'urgence au premier box !» a-t-elle crié dans le haut-parleur. Et ce cri est devenu pour moi la première lueur d'espoir de cette soirée interminable. Les médecins ont agi avec précision et rapidité, comme un mécanisme bien huilé. Ils ont arraché l'enfant de mes bras, l'ont posé sur un chariot et l'ont emmené derrière des portes battantes blanches, où ni Camille ni moi n'avions le droit d'entrer. Nous sommes restés dans le couloir froid et résonnant, assommés par le silence soudain et l'incertitude. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur, sentant l'adrénaline se retirer, laissant place à une fatigue de plomb et une douleur lancinante dans le bas du dos. Camille a glissé le long du mur jusqu'au sol et s'est figée, serrant ses genoux dans ses bras, se transformant en une petite boule de chagrin. J'aurais voulu m'approcher d'elle, la consoler, lui dire que tout irait bien. Mais ma langue refusait de mentir. Là, derrière le mur,
Les médecins luttaient pour la vie de mon petit-fils, tandis que son père, mon fils, lui souhaitait la mort. Une demi-heure plus tard, un médecin est venu nous voir. Un homme grand et voûté, aux yeux fatigués, qui donnait l'impression de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Il a retiré son masque et nous a regardés avec une compassion professionnelle qu'acquièrent les médecins après des années de pratiques difficiles. « État critique mais stable », a-t-il prononcé. Et ces mots ont un peu desserré l'étau qui comprimait mon cœur. On l'a mis sous assistance respiratoire. La crise est passée, mais il faut une opération urgente sur la valve. Vous comprenez que ça coûte cher. Attendre un créneau public prendrait trop de temps. On n'a pas le temps. Je me suis levé et sorti mon portefeuille et en ai extrait ma carte bancaire sur laquelle se trouvait le reste de l'argent de la vente de mon appartement. Tout ce qui n'était pas parti dans le test ADN. « Faites tout ce qui est nécessaire, docteur », ai-je dit fermement en lui tendant la carte en plastique. « Prélevez tout jusqu'au dernier centime. Si ça ne suffit pas, je trouverai le reste. Je vendrai ma voiture, mon rein, n'importe quoi. Mais sauvez-le. » Le médecin a hoché la tête et est parti s'occuper des papiers. Et je me suis rassis, ressentant un étrange vide dans ma poche et dans mon âme. Je venais de donner tout ce que j'avais, toutes mes économies pour ma vieillesse. Mais pas une seule seconde, je ne l'ai regretté. Est-ce que des billets peuvent valoir plus que le souffle d'un être cher? Et c'est là, au bout du couloir, qu'il est apparu. Thomas marchait rapidement, avec assurance. Ses chaussures de luxe résonnaient bruyamment sur le carrelage, attirant l'attention des rares patients et du personnel. Il avait l'air d'un élément étranger ici, dans son costume italien impeccable, sa montre en or au poignet. Il semblait venir d'un autre monde, un monde de réussite, d'argent et de pouvoir, où il n'y a pas de place pour la douleur et la mort. Mais je voyais comment ses yeux bougeaient nerveusement, comment il rajustait les manchettes de sa chemise. Il n'était pas venu comme un père apprenant le malheur de son fils. Il était venu comme un gestionnaire de crise, pour régler une situation désagréable, menaçant son projet commercial appelé « élection ». Camille, le voyant, s'est plaquée contre le mur, comme si elle voulait fusionner avec lui et disparaître. Moi, je suis resté assis, fixant mon fils qui approchait d'un regard lourd et sans cligner des yeux. Thomas s'est arrêté à 2 pas de moi, a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'était à proximité, et s'est mis à parler doucement, presque en chuchotant. Mais dans ce chuchotement, il y avait tant de venin qu'on aurait pu empoisonner toute la ville. « Alors, le héros est content ?» a-t-il sifflé entre ses dents, sans même jeter un regard vers la réanimation. « Tu as fait ton spectacle? Tu réalises au moins ce que tu as fait? Demain matin, les journalistes peuvent apprendre que j'étais ici. Tu veux détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant des années ?» Je le regardais en silence, et j'avais peur. Pas de ses menaces, mais de constater à quel point l'abîme dans lequel il était tombé était profond. Devant moi se tenait non pas un être humain, mais une calculatrice qui évaluait les risques et les pertes, ayant complètement oublié sa conscience. « Là-bas, c'est ton fils, Thomas », ai-je dit doucement, en montrant les portes fermées. « On lui fait une opération. Il a failli mourir. Ça ne te touche pas ?» Thomas a grimacé comme s'il avait mal aux dents, et d'un geste nerveux, a sorti de la poche intérieure de sa veste une enveloppe épaisse. « Arrête de faire appel à la pitié, père. Ça ne marche pas. » Il a jeté l'enveloppe sur mes genoux. « Il y a assez d'argent là-dedans. De quoi acheter une maison quelque part dans un trou perdu, dans une autre région. Prends cette fille, prends le gosse et disparais, aujourd'hui même. » Je regardais l'enveloppe posée sur mon vieux jean usé et sentais une vague de rage froide me submerger. Il voulait acheter sa sortie. Il voulait acheter la vie de son enfant et ma conscience, comme il achète de nouvelles voitures
ou des voix des lecteurs. Ma main a lentement cherché dans la poche de ma veste où se trouvait mon téléphone. J'ai tâtonné pour trouver le bouton d'enregistrement du dictaphone et en regardant mon fils droit dans les yeux, j'ai discrètement appuyé dessus. Tu me proposes de l'argent pour que j'emmène ton fils malade dans un village et que je le laisse mourir là-bas? Ai-je demandé fort et distinctement pour que chaque mot soit enregistré. Tu renies ta paternité? Thomas a expiré avec irritation, s'est penché vers moi et a sifflé. Je ne propose pas, j'ordonne. Je n'ai pas besoin de problème. Si cet enfant survit et que l'information qu'il est à moi éclate, je suis fini. Donc oui, mieux vaut qu'il disparaisse. S'il crève, je m'en fous. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Prends l'argent et tire-toi avant que je change d'avis et que je ne vous fasse enfermer dans un asile. J'ai assez de relations pour vous faire déclarer inapte. Tu me connais. Chacun de ces mots s'enfonçait en moi comme un clou dans le couvercle du cercueil de notre relation. Qu'il crève, je m'en fous. J'écoutais et comprenais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. C'était la fin. J'avais tout enregistré, chaque menace, chaque proposition, chaque goutte de son inhumanité. « Très bien, Thomas », ai-je dit en me levant et en prenant l'enveloppe dans mes mains, non pas pour l'accepter, mais pour la lui jeter au visage. Je t'ai entendu. À ce moment-là, les portes de l'ascenseur au bout du couloir se sont ouvertes et Elisabeth en est sortie. Elle avait l'air perdue et inquiète, complètement différente de cette femme de fer que nous connaissions. Il s'est avéré que quelqu'un du personnel, reconnaissant le nom de Thomas, avait appelé sa femme, pensant que c'était leur enfant qui avait eu un problème, ou alors elle avait activé ses propres contacts pour retrouver son mari. Elle nous a vus, moi debout avec l'enveloppe, Camille glissant le long du mur, et Thomas, dont le visage était tordu de colère. Elle a compris instantanément que quelque chose de grave se passait. Thomas s'est retourné, et l'espace d'un instant, son masque est tombé, révélant une panique pure. Il s'est précipité vers elle, changeant l'expression de son visage en une mine affligée et prévenante en cours de route, essayant de reprendre l'initiative. « Elisabeth, ma chérie !» s'est-il exclamé en ouvrant les bras. « Tu imagines, papa a complètement perdu la tête. Il a ramassé des clochards, les a amenés ici, exige que je paie leur traitement. J'essaie de lui expliquer que ce n'est pas une fondation caritative. » Je restais debout à regarder ce théâtre d'un seul acteur, serrant dans ma main le téléphone avec l'enregistrement. Maintenant, dans quelques secondes, son monde allait s'effondrer. Ça me faisait mal de faire ça, parce que je détruisais la vie de mon propre fils. Mais en regardant les portes fermées de la réanimation, j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix. La vérité est la seule arme qui me restait contre le monstre que j'avais moi-même engendré. J'ai fait un pas vers ma belle-fille. Thomas continuait à débiter son discours, agitant les bras, essayant de construire un mur de mensonges entre nous et Elisabeth, mais sa voix se brisait sur des notes aiguës, trahissant la panique d'une bête traquée. Il parlait de ma sénilité, de chantage, de concurrents politiques qui auraient soi-disant envoyé cette fille pour salir son nom immaculé avant les élections. Je le regardais et ne voyais pas un politicien prospère, mais un gamin effrayé qui avait fait une bêtise et essayait maintenant de rejeter la faute sur le chat, sans comprendre que les éclats de verre s'étaient déjà enfoncés dans ses propres jambes. Ça me faisait physiquement mal de voir cette chute, mais la pitié en moi s'était consumée là-bas, sur la route, quand il avait barré le passage à un enfant mourant. Je n'ai pas cherché à entrer en conflit avec lui. Je n'ai pas crié ni cherché à me justifier, parce que la vérité n'a pas besoin de mots bruyants. Elle pèse plus lourd que n'importe quel cri. J'ai simplement dépassé mon fils, comme s'il était le vide,
et me suis approché d'Élisabeth qui se tenait pâle, raide comme une corde, et dans ses yeux habituellement froids et calmes se mélangeaient maintenant l'inquiétude et la perplexité. Elle regardait alternativement son mari, moi, puis Camille recroquevillée dans le coin, et son intuition féminine commençait déjà à assembler ce puzzle terrible. Mais sa raison refusait de croire à une image aussi monstrueuse. « Élisabeth, écoutez-moi » ai-je dit doucement, en la regardant droit dans les yeux et en lui tendant l'enveloppe froissée du laboratoire. Thomas parle beaucoup, mais le papier parle plus précisément. Voici les résultats du test ADN. Thomas a fait un mouvement brusque en essayant d'arracher l'enveloppe de mes mains, mais Élisabeth, manifestant une force inattendue pour sa silhouette frêle, a tendu le bras vers l'avant d'un geste tranchant, stoppant son mari. « N'ose pas », a-t-elle coupé d'un ton glacial qui m'a donné la chair de poule. « Je veux savoir ce qui se passe ici. » Elle a pris l'enveloppe lentement, avec une minutie effrayante, en a déchiré le bord et sorti le papier plié. Dans le couloir, s'est installé un silence troublé, seulement par le bip lointain des appareils médicaux et la respiration lourde de Thomas. Je voyais ses yeux parcourir les lignes, comment ses pupilles se dilataient quand elle arrivait au chiffre final, et comment la couleur quittait lentement son visage, le laissant blanc comme un masque de marbre. Elle a lentement levé les yeux vers son mari, et dans ce regard, il y avait tant de douleur et de mépris que Thomas a involontairement reculé. 99,9%, a-t-elle demandé dans un murmure qui a résonné plus fort qu'un cri. « C'est vrai, Thomas? Tu as un fils ?» Thomas a commencé à bafouiller quelque chose sur une erreur, sur des documents falsifiés, sur le fait que j'avais tout manigancé, mais je ne lui ai pas laissé la chance de chanter à nouveau sa chanson mensongère. J'ai sorti mon téléphone, trouvé le bon fichier et appuyé sur lecture. Et maintenant, écoute ce que ton mari, ce parfait père de famille, m'a proposé il y a 5 minutes quand il a appris que son enfant avait besoin d'une opération. Du haut-parleur du téléphone, amplifié par l'écho de l'hôpital, a retenti la voix de Thomas, haineuse, cynique, authentique. « Qu'il crève, comme ça tout le monde sera tranquille. Je vais te donner de l'argent. Emmène-les dans la forêt ou au village, prends l'argent et tire-toi. » Chaque mot tombait dans le silence du couloir comme une pierre dans l'eau, créant des cercles de destruction irréversibles. Élisabeth écoutait, et son visage se pétrifiait à chaque seconde. Je savais que pour elle, une femme qui avait supplié le ciel pendant des années pour avoir un enfant et traversé l'enfer des procédures sans fin, ces mots sur la mort d'un bébé étaient plus terribles que l'infidélité elle-même. L'infidélité, c'est trahir sa femme. Mais souhaiter la mort à son propre enfant, c'est trahir l'essence même de l'humanité. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. Ai-je eu raison de mettre en marche cet enregistrement et de détruire définitivement la famille de mon fils, ou aurais-je dû me taire pour préserver au moins l'apparence de la paix? Quand l'enregistrement s'est terminé, Élisabeth a lentement baissé la main avec l'enveloppe. Elle ne regardait plus Thomas. Elle s'est tournée vers moi et a demandé doucement mais fermement « Montrez-le-moi ». J'ai hoché la tête et l'ai conduite à la grande fenêtre transparente du box de réanimation. Là, dans la blancheur stérile, enchevêtré de tubes et de fils, gisait un tout petit garçon. Sa cage thoracique se soulevait rythmiquement sous l'action de l'appareil, et son visage, libéré du masque à oxygène, était calme et sans défense. Et maintenant, à la lumière crue des lampes médicales, la ressemblance était impossible à nier. C'était le petit Thomas, celui que j'avais porté sur mes épaules il y a 30 ans. Le même dessin des yeux, le même menton têtu. La génétique ne se cache pas derrière l'argent. On ne peut pas l'effacer avec des mensonges. Élisabeth a pressé sa paume contre la vitre froide. Je voyais comment tremblaient ses doigts au vernis parfait, comment une larme solitaire roulait sur sa joue, emportant une couche de maquillage coûteux.
Elle regardait le fils d'une autre, né de l'infidélité de son mari, mais elle voyait en lui le miracle qui lui était inaccessible. À ce moment-là, en elle, luttait la blessure d'une épouse trompée et l'amour maternel non dépensé. Et je priais pour que l'amour gagne. Derrière nous, Thomas a tenté une dernière tentative désespérée pour sauver la situation. Élisabeth, écoute, c'est juste de l'émotion. Il s'est approché d'elle en essayant de poser sa main sur son épaule. On va régler ça. Je vais tout arranger. C'est juste une erreur de jeunesse, un accident. On engagera des avocats, on paiera une indemnité, ils disparaîtront. Élisabeth s'est retournée brusquement, rejetant sa main comme un serpent venimeux. Ses yeux étaient secs et terribles dans leur détermination. « Un accident ?» a-t-elle répété, et sa voix vibrait comme une corde tendue. « Un être humain vivant est un accident ? Tu voulais qu'il meure, Thomas ? Tu as proposé de l'argent pour la mort de ton fils ? Tu n'es pas un homme. Tu n'es même pas un animal, parce que les bêtes protègent leur progéniture. Tu es le néant. » « Élisabeth, ne commence pas. J'ai les élections, » a-t-il gémi, comprenant que le sol se dérobait sous ses pieds. « Va te faire foutre avec tes élections !» a-t-elle aboyé si fort que l'infirmière de garde a sursauté d'effroi. « Tu es en faillite, Thomas, dans tous les sens du terme. Tu m'as trahi non pas quand tu as couché avec la femme de ménage. Tu nous as tous trahis quand tu as décidé de tuer ce garçon pour ta carrière. Dégage !» « Quoi ?» Thomas était abasourdi, n'en croyant pas ses oreilles. « Mais c'est ma maison aussi ?» Non. Élisabeth a secoué la tête, et dans sa voix a résonné l'acier de la fille d'un haut fonctionnaire influent. « La maison est à mon nom. L'argent pour ta campagne vient de mon père. La voiture avec laquelle tu es venu, c'est moi qui l'ai achetée. Tu n'as rien à toi, à part ta bassesse. Que demain, il n'y ait plus trace de toi dans ma maison. Et si tu essaies de t'approcher de moi, de Monsieur Marchand ou de cet enfant, je te détruirai. J'ai assez de relations, tu le sais. » Thomas se tenait au milieu du couloir, écrasé, humilié, dépouillé de tout en un instant. Il nous regardait alternativement, moi, Élisabeth, puis la fenêtre de la réanimation, et dans ses yeux se lisait non pas le repentir, mais la rage contre le monde entier, pour l'effondrement de son plan parfait. Il a craché par terre, juré grossièrement, et s'est dirigé d'un pas rapide vers la sortie, sans même se retourner. Nous avons tous entendu la porte d'entrée claquer, et ce son est devenu le point final dans l'histoire de sa vie passée. Restant dans le silence, Élisabeth a respiré profondément, comme si elle se libérait d'un énorme fardeau, et s'est à nouveau tournée vers la fenêtre. « Monsieur Marchand, » a-t-elle dit doucement, sans détacher son regard du bébé, « allez au comptoir et dites-leur d'établir la facture à mon nom. Je paierai l'opération et la rééducation aussi. » Je l'ai regardé avec étonnement. « Élisabeth, vous n'êtes pas obligée, c'est quand même... » « Je sais de qui c'est l'enfant, » m'a-t-elle interrompu, et dans sa voix a percé l'amertume. Il n'est pas coupable que son père soit une ordure. Et cette fille, Camille, n'est pas coupable non plus d'avoir cru en lui. Personne ne mérite de mourir à cause des ambitions d'autrui. Considérez que c'est ma contribution à la justice, ou le prix pour que mes yeux s'ouvrent. Elle a sorti son téléphone, a appelé quelqu'un, et en phrases courtes et professionnelles, a commencé à donner des instructions sur le virement de fonds et l'engagement des meilleurs spécialistes. Je me suis écarté vers Camille, qui tout ce temps était restée assise par terre, n'osant pas lever les yeux. « Lève-toi, ma fille, » ai-je dit en l'aidant à se relever. « Tout va bien se passer. On ne nous a pas abandonnés. » Ce soir-là, j'ai compris une chose importante. Parfois, des étrangers se révèlent plus proches et plus humains que le sang partagé. Élisabeth, que je considérais comme une lionne mondaine froide, s'est avérée être une femme au cœur immense et blessé. Et mon fils a choisi son chemin.
et ce chemin ne menait nulle part. Les médecins ont commencé à préparer le garçon pour l'opération. Camille et moi sommes restés à attendre dans le couloir, tandis qu'Élisabeth est partie s'occuper de la procédure de divorce et de l'expulsion de Thomas. Avant de partir, elle s'est approchée de moi et m'a embrassé maladroitement, rapidement, mais sincèrement. « Merci, monsieur Marchand », a-t-elle murmuré, « pour la vérité. Elle est amère, mais mieux vaut ça que de vivre dans le mensonge. » Je suis resté seul avec mes pensées, le bourdonnement sourd des lampes d'hôpital. J'avais gagné. J'avais sauvé mon petit-fils. J'avais révélé la vérité. Mais pourquoi alors mon âme était-elle si insupportablement lourde? Comme si j'avais de mes propres mains enterré aujourd'hui non seulement la réputation de mon fils, mais aussi une partie de moi-même. La nuit à l'hôpital s'étirait indéfiniment, se transformant en gelée épaisse d'attente anxieuse et de rares éclairs d'espoir. J'étais assis dans un fauteuil inconfortable, écoutant quelque part derrière le mur le tic-tac d'une horloge comptant les secondes pendant lesquelles se décidait le sort de mon petit-fils. Camille a fini par s'endormir, recroquevillée en boule sur une couchette étroite. Ses forces l'avaient quitté et son organisme s'était simplement éteint, n'ayant pas supporté la tension extrême des dernières 24 heures. Moi, je ne pouvais pas fermer l'œil. Dans ma tête, comme un disque rayé, se rejouait le moment où Thomas quittait le couloir. Ce dernier regard rempli de haine m'avait brûlé de l'intérieur. Est-ce que j'étais moi-même responsable de ce qu'il était devenu? Où se trouve cette frontière au-delà de laquelle un petit mensonge se transforme en grande bassesse et l'ambition en volonté de marcher sur des cadavres? Vers le matin, le chirurgien est venu me voir. Sa blouse verte était froissée, une marque de lunettes imprimée sur son front, et son visage semblait gris de fatigue, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction tranquille. Il s'est lourdement assis à côté de moi et a expiré bruyamment en se massant la nuque endolorie. « Vivant, monsieur Marchand », a-t-il prononcé. Et ces 3 mots sont devenus la plus belle musique au monde pour moi. Le petit cœur est reparti. La valve s'est fixée comme si elle avait toujours été là. Le gamin est un battant. Il s'est accroché à la vie de toutes ses forces. Maintenant, tout dépend de la rééducation, mais on a franchi le seuil le plus terrible. J'ai fermé les yeux, sentant la main invisible qui serrait ma gorge tout ce temps relâcher enfin son étreinte. J'ai voulu dire quelque chose, remercier, mais au lieu de mots, seul un sanglot rauque et déchirant est sorti de ma poitrine. Le médecin m'a tapoté l'épaule avec compréhension et est parti à la salle de garde, me laissant assis à avaler mes larmes de soulagement. La justice est une invitée rare dans notre vie, mais aujourd'hui, elle avait jeté un œil dans ce couloir stérile. Quelques jours plus tard, Élisabeth a envoyé une voiture nous chercher. Elle n'est pas venue elle-même, probablement que les règlements de compte avec Thomas et son beau-père exigeaient sa présence constante. Mais elle s'est occupée de faire transférer Camille et l'enfant dans la meilleure chambre individuelle. Moi, je suis retourné à la propriété pour rassembler mes affaires. Je n'avais plus rien à faire dans ce mausolée luxueux où chaque buisson de roses me rappelait la trahison de mon fils. La propriété m'a accueilli avec un silence inhabituel. Nos portails étaient grand ouverts. La sécurité avait disparu quelque part, et devant l'entrée principale se tenaient des déménageurs sortant de coûteux canapés de cuir et des tableaux. Élisabeth agissait rapidement et impitoyablement comme elle l'avait promis. Elle nettoyait sa vie de tout ce qui rappelait Thomas. Je suis entré dans la dépendance qui, pendant 2 ans, avait été ma maison, et j'ai senti une mélancolie m'envahir. Ça sentait les herbes séchées et les vieux livres, mes seuls compagnons. J'ai sorti de sous le lit ma valise usée et ai commencé à plier mes modestes affaires. Du linge de rechange, un vieil album photo, des outils. Soudain,
La porte s'est ouverte brutalement et Thomas est apparu sur le seuil. Il avait l'air horrible. Veste froissée, chemise déboutonnée, yeux injectés de sang, et il empestait le cognac. Il se tenait en se balançant et me regardait comme si je n'étais pas son père, mais son ennemi juré. « Tu fais tes bagages, papa » a-t-il croassé en entrant en titubant. Tu as décidé de te tirer avant que tout ne brûle complètement? Content de toi? Tu as transformé ton fils en paria indigent. Tu voulais ça? Je me suis redressé, tenant dans mes mains une vieille photo de ma femme et les regarder. Je n'avais pas peur. J'avais infiniment pitié de cet homme qui avait tout perdu, mais n'avait toujours rien compris. C'est toi-même qui as fait ça, Thomas, ai-je répondu calmement. C'est toi qui as mis le feu à cette maison quand tu as décidé que l'argent était plus important que la conscience. Je n'ai simplement pas laissé brûler un enfant avec. Thomas a frappé du poing le chambranle de la porte et une fissure est apparue dans le bois. « Je me fous de cet enfant !» a-t-il rugi, perdant ses derniers restes de maîtrise de soi. « À cause de ta sainteté, tout le monde s'est détourné de moi. Mon beau-père a bloqué mes comptes. Le parti m'a exclu des listes. Elisabeth a demandé le divorce et m'a mis à la rue. Tu comprends ce que tu as fait? Tu as détruit mon avenir. J'avais une chance de devenir quelqu'un d'important. Et maintenant, je ne suis personne. » Je me suis approché de lui, presque au contact, et il a instinctivement reculé, voyant dans mes yeux cette force qu'il n'avait jamais eue. « On ne peut pas construire l'avenir sur des ossements, fiston, » ai-je dit doucement, et ma voix tremblait de colère contenue. « Tu dis que tu es maintenant personne. Non, tu étais personne tout ce temps. Tu portais juste un masque coûteux. Et maintenant, le masque est tombé. Tu es resté seul avec ton égoïsme, et c'est la punition la plus terrible. » Thomas a ri. C'était un rire sec et brisé d'un homme au bord du gouffre. Belle parole, comme au cinéma. Sauf que dans la vie, ta vérité ne nourrit pas et ne réchauffe pas. On verra comment tu chanteras quand tes copecs seront finis et que tu te retrouveras à l'hospice avec ta femme de ménage. Vous crèverez tous dans la misère. Et moi, je me relèverai encore, tu verras. Il s'est retourné et a quitté la dépendance en trébuchant, manquant de renverser Elisabeth qui justement s'approchait de la maisonnette. Elle l'a suivi d'un regard lourd et est entrée, refermant soigneusement la porte derrière elle. Dans ses mains se trouvait un dossier de documents. « Monsieur Marchand, pardonnez-moi que vous ayez dû entendre ça, » a-t-elle dit en s'asseyant sur le bord d'un tabouret. Thomas a complètement perdu le contact avec la réalité. Il essaie de menacer mon père, sans comprendre que sa chanson est terminée. Je suis venu vous dire que la procédure de divorce est lancée. Il n'aura pas un centime. « Elisabeth, vous n'êtes pas venue pour ça, » ai-je remarqué en voyant son trouble. « Il est arrivé quelque chose au petit ?» « Non, non, le bébé va bien. » Elle a souri faiblement, et ce sourire a transformé son visage, l'adoucissant. « Je reviens de l'hôpital. » Camille tient bon. « Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Les médecins ont rendu leur verdict définitif. Et ce garçon, il est vraiment la copie conforme de Thomas. C'est étrange à dire, mais je ressens une sorte d'attirance inexplicable vers lui. Comme s'il était la seule chose vivante et authentique restée de ce mariage sordide. » Je me taisais, la laissant se confier. À ce moment-là, j'ai compris que la tragédie d'Elisabeth n'était pas moindre que la mienne. Elle avait construit sa vie sur un mensonge, espérant un miracle. Et quand le miracle s'est produit, il s'est avéré amer et illégitime. Mais justement, ce chagrin avait fait de nous des alliés. « Je veux aider », a-t-elle continué en ouvrant le dossier. « Ma famille possède une petite maison en banlieue, dans un endroit calme. Il y a un bon jardin, l'air pur, une clinique à proximité. J'ai fait établir les papiers à votre nom. S'il vous plaît, ne refusez pas. Ce n'est pas l'aumône, ni une tentative de m'acheter.
Je veux simplement savoir que cet enfant aura un foyer et que vous serez près de lui. » J'ai regardé les documents, puis Élisabeth. Dans ses yeux, il y avait une demande, presque une supplication. Elle ne me donnait pas simplement un logement, elle cherchait le salut pour sa propre âme, essayant de réparer le mal causé par son mari. « Merci, Élisabeth, » ai-je répondu, en sentant mon cœur s'alléger un peu. « J'accepte, mais à une condition. Vous viendrez nous voir. Ce garçon devra savoir que dans le monde, il n'y a pas que de la bassesse, mais aussi de la miséricorde. » Elle a hoché la tête et des larmes ont brillé sur ses cils. À ce moment-là, entre nous, a définitivement disparu le gouffre de l'inégalité sociale. Nous étions simplement deux personnes ayant perdu pied et essayant de construire un radeau à partir des débris d'espoir brisés. Les premières semaines après cette terrible nuit à l'hôpital, j'ai vécu comme dans un rêve fiévreux. Le jour, j'étais près de Camille dans la chambre, écoutant chaque bip des moniteurs, et la nuit, je rentrais dans la propriété vide de Thomas, qui me semblait maintenant un immense tombeau. L'opération qui avait été payée par Élisabeth avait duré 5 heures interminables. Et tout ce temps, j'arpentais le couloir de l'hôpital en essuyant ma sueur. Quand le chirurgien est enfin sorti et a dit que le garçon vivrait, j'ai pour la première fois depuis de nombreuses années pleuré devant des infirmières. C'étaient des larmes non seulement de joie, mais aussi d'une honte profonde et brûlante pour ce qu'était devenu mon fils unique. Élisabeth agissait de manière décisive et froide. Elle n'avait pas simplement chassé Thomas, elle avait commencé à démonter systématiquement toute sa vie qu'il avait si soigneusement construite avec son argent et les relations de son père. Je voyais comment on sortait les meubles de la maison, comment on changeait les serrures, comment disparaissait la sécurité. Thomas essayait de résister, appelait, menaçait, mais contre l'influence de son beau-père, il était impuissant. Sa carrière politique s'est écroulée comme un château de cartes. Le parti s'est empressé de se distancier du candidat à la réputation morale si douteuse, quand les enregistrements de ses menaces, ceux-là même que j'avais faits au dictaphone, sont arrivés dans les bonnes mains. Un soir, je suis retourné à la dépendance pour prendre les dernières affaires. Élisabeth m'avait proposé, à Camille et moi, de déménager dans une petite maison de campagne appartenant à sa famille. Et je comprenais qu'il était impossible de rester ici plus longtemps. Je pliais dans ma vieille valise mes outils quand la porte s'est ouverte brutalement. Sur le seuil se tenait Thomas. Je ne l'ai pas reconnu dans la première seconde. De l'homme d'affaires poli et sûr de lui, il ne restait aucune trace. Costume froissé, chemise tachée, et dans ses yeux brillait une lueur malsaine. Il empestait à 10 mètres le cognac coûteux mélangé au désespoir. « Tu fais tes paquets, Judas !» a-t-il croassé en tenant à peine debout. « Où maintenant? Chez ta belle-fille pour faire le parasite? Ou en nounou pour ce bâtard tu vas te louer ?» Je me suis redressé, sentant tout se comprimer à l'intérieur de douleur. Voir mon fils dans cet état était insupportable. Mais il n'y avait plus de pitié, seulement une tristesse sourde et infinie. « Je pars d'ici, Thomas », ai-je répondu calmement en essayant de ne pas le regarder dans les yeux. « Il n'y a plus de maison ici, ni pour moi, ni pour toi. Tu as tout détruit toi-même. »« C'est moi qui ai détruit ?» il a crié d'une voix stridente et a frappé du poing la table sur laquelle se trouvait la photo de ma défunte femme. « C'est toi qui m'as trahi, toi, mon propre père. Tu as fourni à cette garce d'Élisabeth les papiers, tu as enregistré ma conversation, tu comprends ce que tu as fait. J'avais tout, le pouvoir, l'argent, l'avenir, et maintenant je suis en faillite. On a ouvert une enquête contre moi pour malversation financière. Mon beau-père a coupé tous les canaux. Tu m'as enterré vivant pour un quelconque avorton de femme de ménage. » Je l'ai regardé,
Et j'ai soudain compris qu'il ne comprenait vraiment pas. Il ne ressentait aucune culpabilité d'avoir souhaité la mort à un enfant. Il ne ressentait aucune douleur d'avoir trahi sa femme. Dans son monde, n'existait que lui-même et ses ambitions. Et tous les autres, moi, Elisabeth, Camille, le petit Matisse, n'étions que des pions sur l'échiquier. Et quand les pions ont commencé à résister, il s'est sincèrement indigné de l'injustice. « Thomas, regarde-toi », ai-je dit doucement en m'approchant de lui. « Tu parles d'argent et de pouvoir, quand ton fils a commencé à respirer seul seulement hier. Tu as au moins une fois ces derniers jours demandé s'il était vivant. Tu as au moins une seconde réfléchi à ce que tu avais fait. » Thomas a grimacé comme s'il avait mal aux dents, et d'un geste nerveux a sorti de sa poche intérieure une enveloppe gonflée. « Un fils ? Ce n'est pas un fils, c'est une erreur. De la merde sous mes pieds. Si ce n'était pas toi, avec ta noblesse, j'aurais résolu cette question depuis longtemps, et personne n'aurait rien su. Tu as toujours été un faible, papa. Toute ta vie, tu as courbé l'échine à l'usine pour des kopecks, à protéger ton honnêteté. Et où ça t'a mené ? À l'auge cassée. Et tu m'as entraîné avec toi dans cette misère. » Il a attrapé sur la table une vieille statuette en porcelaine, un cadeau de ma femme, et l'a jetée violemment contre le mur. Les éclats se sont éparpillés sur le sol, et il m'a semblé que c'étaient les restes de mon âme qui volaient en éclats. « Dégage !» ai-je prononcé si doucement qu'il s'est figé. « Sors d'ici avant que j'oublie que je suis ton père. »« Et alors quoi ?» Il a ricané en s'approchant au contact. « Tu vas me frapper ? Vas-y. Tu m'as déjà tué comme politicien. Achève-moi complètement. » À ce moment-là, Elisabeth est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle se tenait dans l'ombre, et son visage était une tache blanche dans le crépuscule. « Thomas !» Sa voix a résonné comme un coup de fouet. « La sécurité arrive déjà. Si tu ne sors pas immédiatement de cette propriété, j'ajouterai à ton dossier une agression. Tu as exactement 1 minute pour disparaître pour toujours. » Thomas s'est retourné, l'a regardé, puis moi. Dans son regard a passé quelque chose ressemblant à la prise de conscience de l'effondrement. Mais cela a été instantanément remplacé par la rage habituelle. « Allez tous vous faire foutre avec votre maison !» a-t-il lancé en rajustant son col. « Des maisons comme ça ne vous donne pas la victoire ? On verra comment vous chanterez dans 1 an, quand l'argent sera fini. Vous êtes tous des ratés. » Il est sorti en claquant violemment la porte. Et 1 minute plus tard, nous avons entendu le crissement de pneus de sa voiture. C'était la dernière fois que je voyais mon fils. Il n'a plus jamais appelé, ni réapparu, comme s'il n'avait jamais existé dans ma vie. Elisabeth s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Ses doigts tremblaient. « Pardonnez-lui si vous le pouvez, monsieur Marchand, » a-t-elle murmuré. Bien que je ne sache pas comment on peut pardonner ça. Je restais debout au milieu de la pièce saccagée, regardant les éclats de porcelaine au sol. Dans ma tête tournait sans cesse la même question. Où ai-je pris le mauvais tournant ? Quand mon petit garçon, qui avait peur du noir et se serrait contre moi quand le tonnerre grondait, s'est-il transformé en ce monstre ? Je me souvenais comment je m'étais réjoui de ses premiers succès en affaires, comment j'étais fier de ses relations, sans remarquer que derrière chacune de ses réussites se cachait la douleur ou la tromperie de quelqu'un. C'est moi-même qui avais construit ce piédestal d'où il était tombé si douloureusement. « Allons-y », a dit doucement Elisabeth. « Camille et Matisse vous attendent. Ils n'ont personne d'autre vers qui se tourner. » J'ai hoché la tête, pris ma valise et regardé une dernière fois cette dépendance. Mes illusions restaient ici. Mon passé restait ici. Dites-moi, mes amis, comment vivre ensuite avec un tel poids sur le cœur ? Peut-on continuer à aimer son fils en sachant qu'il est devenu un monstre ? Ou faut-il l'effacer définitivement de sa mémoire pour ne pas devenir fou de douleur ? Cette décision m'a coûté le plus cher de tout.
et je ne sais toujours pas si j'ai bien fait en choisissant mon petit-fils plutôt que mon fils. Nous sommes sortis dans la rue. L'air était froid, sentait l'hiver qui approchait. Je suis monté dans la voiture d'Elisabeth et nous sommes partis loin de cette propriété luxueuse qui m'avait apporté tant de chagrin. Je regardais par la fenêtre les réverbères qui défilaient et pensais que la vie était une chose étrange. Parfois, il faut tout perdre pour enfin voir l'essentiel. J'avais perdu mon fils, mais quelque part là-bas, dans un petit lit d'enfant, respirait un petit être humain qui avait plus que tout besoin de moi. Et pour cela, il valait la peine de traverser n'importe quelle tempête. Je sentais qu'à chaque kilomètre nous éloignant de la maison de Thomas, il devenait un peu plus facile de respirer. La justice est un fardeau lourd. Elle pèse sur les épaules, empêche de dormir la nuit. Mais seule elle permet à un homme de rester un homme. Je savais que devant nous, nous attendaient des temps difficiles, sans argent et peut-être des regards en coin des voisins, mais j'étais prêt pour ça. L'essentiel avait été fait. La vérité était sortie au grand jour et une petite vie avait été sauvée. Et c'était la seule chose qui importait en cette froide nuit d'automne. La maisonnette où nous avons emménagé se trouvait à la toute périphérie d'un petit bourg, là où le goudron se transforme en gravier et où derrière les clôtures commence une vieille pinède. C'était une construction modeste, à la peinture écaillée sur les volets, mais avec un immense terrain où proliféraient les orties et les framboisiers sauvages. Pour Camille, ce déménagement a été un salut. Ici, loin des caméras de surveillance et des sols de marbre froid de la propriété, elle a enfin cessé de sursauter à chaque bruit et de baisser les yeux. Elle s'est épanouie, si on peut dire ça d'une femme dont le cœur allait encore mettre longtemps à guérir après la trahison. Le premier printemps dans ce nouveau lieu, je m'en souviens par l'odeur de sciure fraîche et de terre. Je me levais à l'aube pendant que Mathis et Camille dormaient encore. Sortais sur le perron et inspirais cet air pur de pain. Mes mains qui avaient soif de vrai travail demandaient de l'activité. J'ai réparé la clôture, refait le toit de la remise, arraché de vieilles souches pour le futur verger. Le travail physique est le meilleur remède pour une âme blessée. Quand tu plantes un clou dans une planche ou que tu plantes un pommier, les mauvaises pensées reculent, laissant place à une compréhension simple. La vie continue malgré tout. Mathis grandissait sous mes yeux. Son cœur, blessé à la naissance, se renforçait grâce aux médecins et à nos soins chaque jour. À 2 ans, il m'aidait déjà au jardin, portant dans son petit seau de l'eau pour l'arrosage, fronçant sérieusement les sourcils en me regardant tailler les branches sèches et posant sans fin des questions sur le monde qui l'entourait. Je le regardais et voyais les mêmes traits qu'avait Thomas, enfant. Mais j'essayais d'y voir non pas l'ombre du passé, mais la lumière de l'avenir. Elisabeth venait nous voir tous les week-ends. Elle apportait des jouets, des jours et des fruits. Mais je comprenais que ces visites lui étaient plus nécessaires à elle qu'à nous. Dans notre quotidien simple, dans l'odeur de crêpes que faisait Camille, dans le rire enfantin sur la pelouse, elle trouvait cette chaleur qu'aucun argent au monde ne pouvait lui donner. Elle avait officiellement divorcé de Thomas, et comme je l'avais entendu dire, son père l'avait aidé à l'effacer complètement de toutes les structures commerciales. Thomas avait disparu des radars. Quelqu'un disait l'avoir vu à Paris dans la compagnie de types louches. Quelqu'un affirmait qu'il était parti à l'étranger, mais pour nous, il n'existait plus. Il était devenu un fantôme, un souvenir amer que nous essayions de ne pas réveiller. Un soir, quand Mathis a eu 4 ans, nous étions assis sur la véranda. Elisabeth lisait au petit un conte de fées, et Camille et moi buvions du thé d'un vieux samovar. Mathis a soudain détaché son attention des illustrations, m'a regardé de ses immenses yeux sérieux et a demandé « Papy, pourquoi tous les enfants ont des papas et moi je n'en ai pas ?» À ce moment-là,
Sur la véranda s'est installé un tel silence qu'on entendait un papillon de nuit cogner contre la lampe. Camille a pâli et baissé les yeux. Élisabeth s'est figée sans tourner la page. J'ai senti la boule familière monter dans ma gorge. C'était la question que je redoutais plus que tout au monde. Que dire à l'enfant? La vérité sur le fait que son père est un homme qui avait regretté l'argent pour le sauver, ou un mensonge sur un héros pilote mort dans les nuages? J'ai attiré mon petit-fils contre moi, lui ai caressé la tête ébouriffée et ai prononcé les mots que je portais dans mon cœur toutes ces années. Tu vois, Mathis, les papas sont différents. Il y a ceux qui sont là, et il y a ceux qui se sont perdus dans un grand désert froid. Ton papa s'est égaré. Il voulait tellement trouver de l'or qu'il a oublié le chemin du retour. Mais toi, tu nous as, toi. Tu as maman, tu as tante Élisabeth, et tu m'as moi. Et nous, jamais, tu entends, jamais nous ne t'abandonnerons. Mathis m'a entouré de ses petits bras, et j'ai senti son cœur battre régulièrement et fort. Il avait tout compris à sa façon, comme les enfants. Et 1 minute plus tard, il riait déjà en montrant à Élisabeth un dragon dessiné dans le livre. Et moi, je regardais le soleil couchant et comprenais, voilà ma rédemption. Non pas dans la punition de mon fils, non pas dans la destruction de sa carrière, mais dans le fait que ce garçon grandisse différent, qu'il connaisse le prix de l'amour et non le prix des choses. J'ai vécu une longue vie, commis beaucoup d'erreurs, et longtemps cru que le succès de mon fils était la mesure de ma valeur comme père. Mais la vie m'a donné une leçon cruelle et édifiante. Maintenant, au crépuscule de mes jours, j'ai compris que l'héritage le plus important que nous pouvons laisser, ce ne sont pas des appartements et des comptes en banque, mais des personnes que nous avons appris à aimer. J'ai perdu un homme d'affaires prospère, mais j'ai gagné la chance d'élever un vrai être humain. Si je devais refaire ce chemin, je ne changerais pas un seul pas, même en sachant quel prix il faudrait payer. Ma vie maintenant est calme et simple. Je suis toujours le même jardinier, sauf que maintenant je cultive non seulement des rosiers et des pommiers, mais aussi l'âme de mon petit-fils. Et quand le soir je m'assois sur le perron à écouter le silence de la forêt, je ressens la paix. Cette paix même que donne une conscience pure. On ne peut pas effacer les erreurs du passé, mais on peut les racheter par l'avenir. J'ai vécu une longue vie et compris une chose. Il n'est jamais trop tard pour tout recommencer, même si on a l'impression que le monde s'est écroulé. S'il vous plaît, ne remettez pas à demain les mots d'amour et de pardon. Embrassez vos proches aujourd'hui, car demain, il sera peut-être trop tard. Prenez soin les uns des autres, et souvenez-vous que l'humanité est ce que nous avons de plus précieux. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Ai-je raison de répondre ainsi à mon petit-fils sur son père, ou aurais-je dû lui raconter toute l'amère vérité dès maintenant? Et vous est-il déjà arrivé de recommencer votre vie sur une page blanche quand il semblait que tout était déjà perdu? Je serais heureux de lire vos histoires. Soyez miséricordieux envers ceux qui ont trébuché. Mais ne faites jamais de compromis avec votre conscience pour le bien-être d'autrui. Protégez les enfants. Ils sont notre seule continuation dans ce vaste monde.